outro fator é entender Toda experiência é esta série. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour Ania Stepanska, nous sommes ici donc à la Fondation Jean Jaurès pour nous entretenir courant une heure, un petit peu plus d'une heure, sur votre dernier ouvrage paru en 2021, donc tout début de l'année, aux Maisons des Sciences de l'Homme, qui s'appelle Une histoire visuelle de solidarité, préfacé par Michel Vivorka, je tenais à le signaler. Vous êtes né à Varsovie en 1982. Vous êtes une ancienne élève de l'école normale sup de Lyon, normalienne donc. Vous avez soutenu en 2011 votre thèse de doctorat, le groupe d'Andrzej Wajda, un cinéma d'opposition en République populaire de Pologne, 1972-1983, sous la direction de Sylvie Lindeberg. Vous êtes aujourd'hui maîtresse de conférences à l'université de Panthéon-Sorbonne, historienne du cinéma. Vous travaillez sur le cinéma de l'Est, et en particulier sur le cinéma polonais, et sur les images d'archives. Sur ces images d'archives, vous avez coécrit avec Sylvie Lindeberg, toujours, « À qui appartiennent les images », qui a été publié en 2017. Et sur le cinéma, on peut se reporter à de nombreux articles, dans des revues ou dans des ouvrages collectifs. Parmi ces nombreux articles, j'en ai retenu un dont on parlera un petit peu aujourd'hui, je pense, « Vérité historique, vérité cinématographique, dialogue entre Ania Stepanska, donc vous-même, et Mila Turalic », publié donc par Le Fil de l'Image, cinéma, guerre, politique, sous la direction de Sylvie Lindeberg, édition de la Sorbonne en 2017. En 2019, vous réalisez un film, Solidarność, la chute du mur commence en Pologne, qui a été diffusé sur la chaîne de télévision Arte. Et puis récemment, vous avez publié dans le magazine L'Histoire du mois d'octobre 2020 un article intitulé « Pologne 1980, la révolution Solidarność ». Donc là, nous sommes réunis pour parler de cette histoire visuelle de solidarité, de Solidarność. Je vous propose un petit bref rappel historique du contexte historique polonais avant de vous poser une première question tout de suite sur votre travail. Donc le 14 août 1980, une grève éclate au chantier naval Lénine de Gdansk, donc c'est sur la côte baltique, afin d'obtenir une augmentation de salaire et la réintégration de salariés, hommes et femmes, licenciés, et notamment d'Anna Valentynowicz, une conductrice de grue. Au mois de juillet, des grèves ouvrières ont eu lieu en Pologne, à Varsovie, notamment à Lublin, dans une ville de Pologne orientale, suite à l'annonce par le gouvernement communiste de l'augmentation des prix de la viande. Donc, 1980, c'est 10 ans après la violente répression, vous en parlez dans votre livre, pardon, voilà, je vais confondre souvent film et livre. C'est 10 ans après la violente répression par le pouvoir communiste polonais des grèves ouvrières de décembre 1970. Je pense que vous y reviendrez, des grèves qui se déroulent contre la vie chère, entre guillemets, pour reprendre un terme de la gauche française. En 1976, un comité de défense des ouvriers, KOR, les initiales c'est KOR, K-O-R, est créé par Jacek Kuron, Adam Minchnik et Antoniusz Macierewicz pour venir en aide à ces familles victimes de la répression, aux prisonniers et internés en camp. C'est un aspect qu'on verra aussi dans votre livre, que vous avez écrit là tout récemment. Le 31 août 1980 à Gdansk, après 17 jours de grève et d'occupation, des chantiers et des négociations débutées le 14 août aboutissent à la reconnaissance du droit de grève et à l'existence d'une solidarité, premier syndicat libre et autonome. Voilà. Dans votre livre, vous montrez des images de cette période-là, des images amateurs, des images professionnelles, des images, on va y revenir, de différentes productrices ou producteurs d'images. De la fin août 80 à septembre, des grèves généralisées éclatent dans la région minière de Haute-Silésie contre le travail des mineurs le samedi et le dimanche. Cette histoire des grèves ouvrières est connue dans ces régimes de dictature communiste constituant le bloc soviétique. Elles le sont pour la Pologne. Ania Stepanska, j'ai envie de vous poser comme première question, pourquoi une histoire visuelle? Peut-on écrire à partir uniquement d'images? Quel est l'apport de l'image? Merci beaucoup pour cette question très importante, en effet. Alors peut-être on peut rappeler que l'histoire, c'est une discipline qui cherche à
comprendre la vérité des événements passés à partir de traces du passé, de diverses traces. Et parmi ces traces, les historiens ont beaucoup travaillé sur les traces écrites, mais mon approche finalement n'a rien de nouveau. C'est simplement l'idée de vouloir réintégrer les images comme traces du passé dans l'atelier de l'historien et de l'historienne. C'est-à-dire recentrer peut-être notre manière de comprendre et de poser des questions au passé à travers des traces qui jusqu'à présent, dans le cas notamment de cette histoire polonaise et de l'histoire politique notamment, l'histoire syndicale, étaient des traces peut-être moins étudiées, moins interrogées et moins prises en compte dans le récit historique. Donc une histoire visuelle qui part des images, je dirais qui remet, on va y revenir sur ce qu'on peut désigner par le terme image évidemment, mais remettre les images au centre de la réflexion, mais il ne s'agit pas pour autant d'écrire une histoire simplement à partir de ces sources, mais de les considérer comme des déclencheurs de pensée, comme ce à partir de quoi je vais formuler des questions au passé, à partir de quoi je vais secouer en quelque sorte les événements historiques, pour reprendre un terme de l'historien Michel de Certeau, pour savoir ce qu'on a gardé de cet événement, et à partir de là, aller chercher surtout d'autres traces, qu'elles soient écrites, qu'elles soient aussi orales. Donc c'est une sorte de réactivateur, je dirais, à la fois de mémoire, mais aussi un filtre pour l'historienne que je suis, sur la manière dont je vais interroger le passé. Et c'est vrai que le titre de l'ouvrage, Une histoire visuelle de Sylvie Dernocht, j'espère, souligne le fait que dans cette histoire visuelle, je vais convoquer un matériau très vaste, des sources visuelles très larges, on va y revenir, et surtout considérer ces images pas seulement comme un fragment du passé, c'est-à-dire on a souvent cette impression que l'image c'est un bout du passé et qu'on n'a plus, c'est un accès direct au passé et à la compréhension du passé. Ça, c'est une totale illusion et beaucoup d'historiens avant moi l'ont montré, c'est-à-dire qu'entre le visible et le lisible, c'est-à-dire entre ce qu'on voit et ce qu'on comprend, il y a un travail à faire. Et mon intention dans cet ouvrage, ça a été justement de mettre le lecteur, et les lecteurs et les lectrices au travail pour essayer ensemble, d'apprendre à regarder ces traces visuelles du passé. Avant que vous reveniez justement sur ce que vous venez de dire là, qui est le cœur quand même de votre approche en tant qu'historienne de l'image, du cinéma et en tant qu'historienne tout court, de ce rapport à l'image, est-ce que vous pouvez revenir sur quelles sont ces images, leurs différents statuts, les différents producteurs, tout ce que vous abordez dans plusieurs chapitres de votre ouvrage, les images polonaises entre grévistes d'une part qui font des photos, entre la police d'autre part qui fait des photos, et puis ces images des reporters étrangers. Voilà. Il m'a semblé très important dans ma quête justement de ces sources visuelles de distinguer des différentes manières de voir et de justement produire ces traces visuelles, c'est-à-dire différents types de regards. La question que je me suis posée essentiellement, c'est de savoir comment on regarde, comment on voit ce qui advient devant nous. Et donc ces témoins visuels, en tout cas ces gens, ces hommes et ces femmes qui ont à la fois photographié, filmé, j'ai essayé de décortiquer, de déstructurer leur manière de voir. Comment est-ce qu'on fait cela ? Eh bien, en se demandant justement comment ils ont appris à voir, quelle est leur culture visuelle, je dirais, d'où ils viennent. Est-ce que ce sont, par exemple, des photographes professionnels ou non professionnels, amateurs ? Est-ce qu'ils travaillent pour des rédactions ? Est-ce que ce sont des rédactions polonaises ou étrangères ? C'est-à-dire d'où ils regardent. On dit souvent d'où tu parles, et là c'est d'où tu regardes. C'est vraiment la question fondamentale de ce livre, et c'est pour ça que les images, à partir de ces images, je remonte, il y a des portraits, un peu des biographies de ces personnes qui ont filmé, photographié, des deux côtés aussi je dirais, des deux côtés politiques, c'est-à-dire à la fois du côté de Solidarność, mais aussi du côté du pouvoir. Et c'est pour ça qu'on a une grande variété d'images, à la fois faites dans des conditions aussi très différentes, on y reviendra peut-être, des images par exemple de surveillance de la milice, c'est-à-dire des images qui n'étaient pas destinées à être montrées, diffusées, mais des images de contrôle, de surveillance,
mais aussi des photographes, donc je disais professionnels, qui sont venus de l'étranger et notamment de France pour être au cœur de l'actualité, comme le disaient les agences photographiques de l'époque, mais aussi des opérateurs de cinéma. Donc quelqu'un qui est un homme ou une femme de cinéma ne regarde pas l'événement de la même manière. Et c'est dans tout ce matériau-là que j'ai essayé de comprendre quelle vision, justement, pour parler des grèves, mais ensuite, tout au long des années 80, quelle vision de cette histoire polonaise on avait eue en France, notamment à l'Ouest, et en Pologne. Cela ne va pas de soi de photographier ou de filmer un événement politique. Par exemple, en Pologne populaire, un événement tel qu'une grève ne se photographie pas spontanément. Pourquoi ? Parce qu'un photographe professionnel sait très bien que ces photographies ne vont pas être publiées dans la presse. Donc voilà, ces images sont faites aussi avec différentes intentionnalités, avec à l'esprit aussi différents destinataires, et c'est cela que j'ai essayé de distinguer dans cet ouvrage. Donc à la fois des images médiatiques, mais aussi des images amateurs, des images qui ensuite sont restées dans des greniers pendant très longtemps et qui ont réapparu seulement dans les années 90, et essayer de voir comment ce qui s'était passé avait été regardé et compris grâce à ces sources visuelles. Et en même temps, à partir de ces sources visuelles, croiser ces sources visuelles avec aussi des témoignages, et notamment beaucoup d'entretiens qui avaient été menés par des sociologues français de l'époque, dans un groupe de sociologues notamment dirigé par Alain Touraine et Michel Vievurka, qui avaient recueilli des paroles. Et donc ces traces visuelles me permettaient aussi d'interroger ce qui avait été dit et conservé des paroles de ces ouvriers et de ces ouvrières. Mais y rajouter une autre dimension, qui est une dimension davantage aussi corporelle, matérielle, charnelle, sensuelle, qui montre donc des corps, qui montre des attitudes, des manières aussi de se mouvoir dans l'espace. Et dans cet événement et dans ces grèves de Gdańsk qui ont tant marqué les médias français de l'époque. Je dirais qu'effectivement, votre apport, cet apport important que vous avez dans ce livre, c'est la publication de plusieurs photos qu'on ne connaît pas. Celles et ceux comme moi qui ont vu ces événements d'ici, de France, nous avons vu les images produites par les reporters étrangers, notamment français, les couvertures de magazines, etc. Et donc là, effectivement, c'est ce que vous venez d'expliquer, on le voit bien dès le début de votre bouquin, sur ce hors-champ, sur ces images amateurs qu'on ne connaît pas, où on est au cœur. Et ce que vous employez, ce que vous dites souvent sur les corps, cette sensibilité, voilà, tout cet aspect que beaucoup de journalistes ou historiens ne vont pas aller chercher. On va aller s'intéresser aux négociations, etc. Donc là, c'est effectivement cet aspect que vous apportez. Sur les autorisations, les censures, vous avez répondu. Hein, il y a bien effectivement, vous posez la question de qui prend les photos, comment sont prises ces photos et sont-elles des commandes, voilà, et quelles sont les conditions d'autorisation de photographie dans un pays comme la Pologne, qui est un pays donc dirigé par un seul parti, le Parti communiste. Brièvement, pour finir sur ce premier temps sur les sources et les archives, vous donnez à lire dans votre ouvrage les lieux de conservation, d'archives, etc. Peut-être quelques mots pour finir sur cette première partie, sur les sources, sur ces lieux de conservation, etc. Voilà. Quelle est la matière sur laquelle vous avez travaillé, où l'avez-vous trouvé et dans quelles conditions c'était conservé? Peut-être faut-il rappeler que justement ce livre est aussi le résultat d'un travail cinématographique, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que le désir de ce livre, il est né aussi de la production d'un film documentaire initié par une société allemande de production, Luxfilm, qui, travaillant pour Arte, m'a fait la commande de ce film consacré à l'histoire de Solidarność dans le cadre des commémorations de la chute du mur de Berlin de 89, donc un film produit en 2019. Et lors de la production et de la réalisation de ce film, j'ai découvert justement des fonds d'archives que je connaissais en partie, mais pas totalement, des fonds d'archives donc audiovisuels et photographiques qui m'ont particulièrement intriguée parce que, comme vous le dites, elles étaient peut-être moins connues, mais également parce qu'elles montraient un autre visage de ce mouvement.
Notre visage aussi de l'action politique, parce que, comme vous l'avez très bien dit, la spécificité de ces images, c'est certes de ramener des corps, donc de l'histoire, mais aussi de comprendre ce qu'a été Solidarność, c'est-à-dire cette approche que certains jugeront peut-être sensible, c'est un mot qu'on emploie souvent. Il ne s'agit pas simplement de percevoir justement cette dimension-là de l'histoire. Cette dimension-là de l'histoire nous permet aussi de comprendre l'expérience politique de l'engagement de ces millions de femmes et d'hommes qui se sont engagés pour Solidarność. Parce que si on ne prend pas en compte cette expérience politique, j'ai l'impression qu'on ne comprend pas le processus même de l'adhésion et de l'engagement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que tout à coup, une ouvrière qui a du mal à nourrir sa famille, qui se lève à 5 heures du matin pour aller faire les courses devant un magasin, va tout à coup soutenir ce mouvement de grève qui la met en danger en quelque sorte et qui met en danger sa famille. Et c'est pour ça qu'interroger ces corps, c'est aussi interroger la dimension pragmatique et matérielle d'une expérience politique. Alors pour revenir à la question des institutions, c'est vrai que le devenir de ces images est très intéressant, puisqu'il y a une histoire du devenir archive. Qu'est-ce qui fait que certaines images ont été déposées dans certains fonds? Alors, il y a différentes institutions en Pologne, très variées, qui ont rassemblé, archivé, organisé ces fonds et organisé ces archives. J'en citerai plusieurs, il y en a d'autres. La Fondation Karta à Varsovie, qui fait un formidable travail, justement d'où viennent les images du photographe Zbigniew Trybek, que j'utilise dans le livre. Mais aussi le Centre européen de Solidarność à Gdańsk, l'idée est née à la fin des années 90 par le maire de Gdańsk, Paweł Adamowicz, soutenu aussi par Lech Wałęsa. Et en 2007, cette fondation a été créée et ce grand centre européen Solidarność a rassemblé justement ces fonds d'archives et donne accès, lors aussi d'une exposition permanente. Il y a aussi une bibliothèque qui permet justement d'accueillir les chercheurs, les chercheuses et les visiteurs du monde entier pour découvrir cette histoire de Solidarność. Il y a aussi évidemment d'autres fonds dans les archives notamment du syndicat Solidarność, où je suis allée également, mais également dans les archives privées des photographes, des opérateurs de cinéma. Alors, on va rentrer là maintenant dans le vif du sujet sur le décryptage de l'image, ces nouvelles images que vous reproduisez dans l'ouvrage. On peut voir justement, on sort de ces images des négociations, on sort de ces images répétées de Lech Wałęsa prenant la parole, qui sont réelles, qui donnent une épaisseur à ce mouvement, où on montre la foule qui est en train de l'écouter, mais vous montrez justement pas mal de photographies où on est dans l'arrière-cour de la grève, où les femmes et les hommes sont en train de dormir puisqu'ils occupent le chantier, il faut le rappeler. Le chantier naval est occupé par les travailleuses et les travailleurs. On voit la préparation des sandwichs, on voit des hommes. Et donc, qu'est-ce que nous montrent ces images? Qu'est-ce qu'elles nous montrent de nouveau? Est-ce que, voilà, vous avez commencé un petit peu à y répondre, mais images photographiques, mais images filmiques, qui aussi, ces images amateurs, qui, vous venez de l'expliquer sur cette histoire du devenir archive, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'images amateurs qui, aujourd'hui, sont regardées avec beaucoup plus d'intérêt qu'elles ne l'étaient hier. Je parle par exemple sur le Front populaire, et elles donnent justement, elles tendent à nuancer justement ce qu'on a pu dire sur ces ouvriers français en grève dans leurs usines occupées. Est-ce que c'est la même chose pour cette grève de Gdansk, pour cette Pologne en révolte contre le pouvoir? Alors revenons peut-être à la question justement de la valeur et de l'apport de ces images amateurs dont nous avions parlé, pour expliquer peut-être le choix que j'ai fait dans ces milliers de possibles, je dirais. Je voudrais vous lire peut-être deux petits extraits pour vous donner aussi à entendre le livre et l'usage de ces images. C'est un chapitre qui s'intitule « Parmi des milliers d'autres ». Dans ce cheminement en Pologne populaire, le choix opéré ici s'est d'abord porté sur des images oubliées,
assoupies, dans des archives ou des albums privés. Des images d'observation, de contemplation, laissant dans l'esprit des empreintes profondes, peut-être prises sans la grandeur du geste artistique, et pourtant y aspirant parfois. Des images qui étaient en attente du regard qui se jugera désireux de les interpréter et de leur donner l'initiative. C'est une citation de l'ouvrage La Voix des images de Sylvie Windeberg. J'aime beaucoup cette image d'attente, c'est-à-dire que ces images, elles sont assoupies, elles sont endormies, et c'est l'historienne, l'historien qui va venir leur poser des questions. Je vous parlais de l'un des photographes présents sur place, qui est un photographe professionnel polonais, Zbigniew Trebek, qui a filmé le quotidien aussi de ces grévistes, c'est-à-dire, c'était bien une grève d'occupation. Pendant toutes ces journées, il fallait vivre au chantier, il fallait négocier, puisqu'il s'agissait de négocier avec le pouvoir qui s'était déplacé pour répondre aux 21 revendications, mais il s'agissait aussi de créer un espace, une agora, un espace de discussion à l'intérieur même de cette usine, de ce grand chantier naval de Gdańsk. Sous l'œil du photographe, le chantier naval, lieu du labeur, devient un foyer le temps des grèves. Chacun y trouve sa place. On transforme les vestiaires en dortoir, la tête posée sur l'épaule fraternelle de son compagnon de lutte. Mais la lumière crue des néons rappelle aussi la vigilance permanente des grévistes. Dans les plans larges, les corps indistincts, recouverts d'une couverture, convoquent un imaginaire plus funèbre. Le spectre de la morgue plane sur le chantier. Cette série d'images de la vie nocturne suggère surtout une communauté de sorts. Tous les acteurs de ce qu'on a appelé la révolution pacifique, quel que soit leur échelon et leur fonction dans le mouvement, s'accommodent de ces contraintes comme ils l'ont toujours fait par le passé. Trebek, notre photographe, s'intéresse à cette dimension matérielle de l'occupation du chantier, qui pourrait sembler anodine en comparaison des enjeux politiques de l'événement. Il la photographie pourtant, alors même que sa pellicule est rare, car il est sensible à l'inventivité des ouvriers et à la manière dont ils affichent collectivement leur occupation réelle des lieux et répondent aux besoins logistiques de la situation. Alors cet extrait, simplement pour revenir sur cette dimension logistique, pragmatique, matérielle, c'est pour ça que je suis allée aussi chercher dans ces images ces moments d'interaction entre ceux qui faisaient la grève et leurs familles, les populations de la ville qui venaient donc à la frontière du chantier naval pour prendre des nouvelles, apporter du pain, apporter de la nourriture, mais également soutenir moralement les grévistes. Et cette dimension justement je dirais de morale aussi et du rôle des familles, notamment donc des femmes, c'est la couverture du livre qui nous montre cela, était fondamentale pour la durée de ce mouvement. Qu'est-ce qui fait que cette grève a réussi, puisque c'est quand même la grande particularité de cette grève, c'est qu'elle a réussi. Le gouvernement polonais a cédé et les 21 points, 21 revendications de liberté syndicale et de toutes ces formes de liberté qui étaient vraiment quelque chose d'inimaginable dans le bloc de l'Est à cette époque, eh bien, c'est aussi l'histoire d'une réussite politique, d'une victoire. Et interroger cette victoire, c'est interroger bien sûr un rapport de force politique entre les grévistes et les représentants du gouvernement polonais, mais c'est aussi prendre la mesure, je dirais, du soutien de l'ensemble de la société polonaise à Gdańsk, mais aussi dans l'ensemble de la Pologne. Votre question revenait aussi à interroger, je dirais, l'arrière-plan, ou en tout cas le hors-champ des images. C'est-à-dire, vous avez très bien souligné le fait qu'on avait vu certaines images en France, dans les médias, et j'essaye de convoquer peut-être aussi d'autres images des leaders politiques, notamment de Lech Wałęsa, qui le montrent dans d'autres situations. Évidemment, les photographes français des grandes agences montraient davantage les leaders politiques, donc lorsqu'ils prennent la parole, lorsqu'ils s'adressent à la population. Or, il y a énormément de traces visuelles aussi je dirais, de leur dimension d'être humain aussi, c'est-à-dire de ces moments d'à côté, de ces moments où ils ne prennent pas la parole, de ces moments à la fois de repos, de réflexion, de discussion aussi avec leurs conseillers. Ce qui nous incite aussi à interroger ce qui était autour des leaders politiques, c'est-à-dire ces personnages de second plan, les intellectuels, les conseillers de Lech Wałęsa, qui ont joué évidemment un rôle très important dans le déroulement de ces négociations.
Et interroger ces personnages peut-être de second plan, c'est aussi interroger l'union entre la classe ouvrière et les intellectuels. C'est-à-dire cette spécificité de ce moment historique particulier, c'est-à-dire jusqu'à présent, chaque classe sociale revendiquait, je dirais, cette démocratie, mais là, nous assistons à cette union fraternelle dont parle Karol Modzelewski, c'est-à-dire ce moment où tout à coup les forces d'opposition se réunissent. Et il me semble que ces traces justement visuelles du passé nous incitent davantage à élargir notre spectre, notre focus, notre regard sur cet événement politique en reconvoquant sur la scène de l'histoire d'autres acteurs et d'autres actrices de l'histoire. Alors donc là, vous venez de développer des points très très importants. Donc effectivement, vous consacrez un chapitre sur la personnalité de Lech Walesa, mais justement, vous nous l'amenez sous un regard que l'on ne connaissait pas. C'est-à-dire qu'on connaissait la prise de parole, ses gestes de victoire avec ses doigts, sa rencontre avec les autorités polonaises et ses voyages à l'étranger, mais on n'avait pas vu un Lech Walesa en train de se reposer. On n'avait pas vu un Lech Walesa mal habillé dans un hors-champ, voilà, en pleine situation de grève avec ses collaboratrices ou ses collaborateurs. On voit cet aspect donc anodin et important qui revient et que vous publiez sous forme d'image et naturellement que vous commentez dans votre analyse. Donc ça, justement, ça vous a permis d'élargir votre regard. Donc, ça vous a permis, vous, d'élargir votre regard et donc, par conséquent, à nous, lecteurs, d'élargir le nôtre. Voilà. Est-ce que ça n'a pas été... Est-ce que ces images que vous découvrez, je vous rappelle quand même, vous êtes né en 82, donc votre connaissance de Lech Walesa, elle est bien après, quand vous avez l'âge pour le voir à la télévision ou dans les livres, en photographie, justement, etc. Donc là, on redécouvre cet homme. Vous faites très bien de souligner plusieurs fois que son extraction ouvrière, sa culture ouvrière populaire, son rapport à la religion catholique, un homme profondément croyant. À ses côtés, on retrouve un grand intellectuel médiéviste polonais, Geremek, et puis d'autres. Donc ça c'est intéressant. Est-ce que ça n'a pas modifié, est-ce que ça tend pas à modifier la perception qu'on avait de cet homme, Lech Walesa, campé uniquement dans son rôle de tribun? Est-ce que ces images, la manière dont vous les montrez, dont vous les analysez, est-ce que ça ne tend pas à changer la perception qu'on peut avoir de l'homme? Alors c'est vrai que ces images filmées de Lech Walesa haranguant la foule et s'adressant à la population rassemblée, d'abord m'a fait comprendre peut-être de manière plus précise et plus exacte les ressorts du charisme de ce personnage. C'est-à-dire, je me suis demandé à quoi ça tient, pourquoi on a fait de lui justement cette légende, pourquoi est-ce que... à quoi ça tient sa force de mobilisation et son charisme, à la fois à sa manière de parler, justement, vous parliez de ses origines ouvrières. Donc, dans les discours, on peut lire des discours, mais quand on les entend, on entend un phrasé, on entend une manière d'utiliser certains mots dont les ouvriers, les ouvrières présentes aussi, ou les gens présents se sentent plus proches, et donc de comprendre cette proximité qui s'est instaurée à ce moment-là entre lui et le peuple rassemblé pendant ces jours de grève. Mais en effet, à côté de ce charisme, il y a aussi ces autres dimensions du héros, je dirais, qui pour moi étaient tout aussi intéressantes. C'est-à-dire qu'en comprenant ces failles, ces fragilités, on comprend aussi évidemment les mécanismes de construction du héros. C'est-à-dire on interroge aussi peut-être, par exemple, dans le cas de Lech Walesa, que devient ce charisme lorsqu'il se retrouve à l'étranger. C'est pour ça que je consacre tout un chapitre de ce livre à son voyage, un an après, donc on est en octobre 81, lorsqu'il est invité par la CFDT et par d'autres syndicats aussi à Paris.
Et ce chapitre me permet aussi, à travers des archives de l'INA, par exemple, mais aussi à travers des photographies, par exemple, de Michel Sedboun, du photographe Michel Sedboun, de reconstruire, de re-raconter ce qu'a pu être un voyage diplomatique de quelqu'un comme Lech Wałęsa, qui n'était pas un représentant d'État, mais qui était vraiment un symbole, le symbole de ce mouvement d'émancipation. Et je raconte ce voyage pour aussi essayer de comprendre ce que la France a perçu chez ce militant, ce qu'elle a vu et ce qu'elle n'a pas vu. Donc, comme vous le dites très bien, son rapport au catholicisme, mais également comment lui se comporte, je dirais, déterritorialisé à l'étranger, alors qu'il s'agit de son deuxième voyage à l'étranger. C'est-à-dire qu'il est allé au Vatican quelques mois auparavant et il se retrouve à Paris. Qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un comme Lech Wałęsa de se retrouver à Paris avec sa délégation en tant que représentant de Solidarność à l'étranger? Alors peut-être que pour vous donner aussi à comprendre cette dimension, je dirais, narrative du livre, à laquelle je tiens beaucoup aussi, je voulais justement vous lire l'arrivée de Lech Wałęsa à Orly, que j'ai traité à partir justement des archives de l'INA. Alors c'est un chapitre qui s'intitule « Ce fut comme une apparition ». Lors de son arrivée à Orly, 4 jours auparavant, le 14 octobre 1981, l'accueil est princier. Dans la foule hétéroclite, composée d'émigrés polonais et de syndicalistes enflammés, une femme crie en polonais « Vive Wałęsa !» tandis que d'autres militants français clament en chœur « Syndicat libre dans les pays de l'Est ». Des banderoles sont déployées dans le hall de l'aéroport. Les militants de la CGT ont tenu eux aussi à signaler leur présence, malgré la position officielle ambiguë de leurs dirigeants vis-à-vis de la révolution polonaise. La CFDT s'est présentée en tête des syndicats invitants, avec à ses côtés FO, la CFTC et le FEN, dans un rare moment d'unité. Pour ce premier jour en France, Wałęsa, affublé d'une cravate, n'hésite pas à adopter une gestuelle grandiloquente, affichant un franc sourire élevé de la victoire. Au moment où apparaît le corps du héros, l'enjeu politique et médiatique est d'être dans le cadre au bon moment. Le protocole semble improvisé et cette chorégraphie des hommes de pouvoir n'échappe pas aux journalistes d'Antenne 2. Et là je cite, « Edmond Maire et Georges Ségui se sont presque poussés du coude pour avoir l'honneur de figurer au premier plan de la photo de famille. » Devant une foule qui l'ovationne, Wałęsa se heurte immédiatement à l'obstacle de la langue qui l'empêche de communiquer avec son public. Tout au long du voyage, cette barrière linguistique se révélera un véritable handicap que les interprètes et conseillers tenteront tant bien que mal de pallier, sans parvenir à sauver ce qui fait la force du leader de Solidarność, sa rhétorique, ce lien vivant, charnel et verbal avec l'auditoire. Dans son pays, il improvise, invente des jeux de mots et des expressions qui font fi des registres, lui assurant une connivence avec un public réactif, qu'il stimule par ses audaces oratoires. Les interprètes de Wałęsa le savent bien, si ces discours sont difficiles à transposer dans une langue étrangère, c'est parce qu'ils prennent racine dans une langue paysanne et populaire, bien éloignée de la rhétorique des salons et des pupitres officiels. À l'aéroport d'Orly, Wałęsa fait l'expérience d'une altérité irréductible. Il peut communiquer, mais le voilà soudain privé de ce réservoir linguistique précieux qui le relie à son public. Je vais m'arrêter là. Simplement pour vous donner à entendre cette tentative que j'ai faite dans ce livre d'essayer de raconter l'événement en interrogeant à chaque fois, à partir de questions historiques que je me posais, les ressorts justement d'une alliance politique entre les syndicats français et Solidarność, donc poser des questions à la fois politiques et historiques, mais en essayant de revenir sur le déroulement de l'événement à partir des sources visuelles et audiovisuelles que je découvrais et que j'essaye de... le lecteur et les lectrices, j'essaye de leur apprendre à voir en fait ces archives, c'est-à-dire à partir de faire des arrêts sur image, de faire des arrêts sur par exemple l'arrivée de Wałęsa à Orly et interroger à partir de là ce qui se joue en termes d'alliance politique lors de ce voyage très important de Lech Wałęsa à Paris.
Donc là, on est au cœur quand même aussi d'une question que vous avez déjà développée à plusieurs reprises, mais sur laquelle on est obligé de revenir. C'est-à-dire que la limite du médium photographique a donné la réalité politique, historique du moment. Voilà. Donc là, vous vous rappelez effectivement l'arrivée de Lech Walesa à Orly le 14 octobre 1981. Personne ne le sait, mais on est à 2 mois donc, de l'état de siège, de l'état de guerre déclaré par le général Jaruzelski et le pouvoir communiste polonais, qui aura lieu donc le 13 décembre 81. Voilà. Il faut rappeler, mais l'image, ça ne le dit pas, il faut rappeler que donc en octobre 81, nous sommes dans une France présidée par François Mitterrand, avec un gouvernement morois qui est constitué de ministres socialistes et de ministres communistes. Voilà. Que la CGT, à partir du moment où il y a des négociations entre les grévistes et le pouvoir communiste en place, eh bien, elle est très contente, elle suit ce mouvement-là. Voilà. Donc ça, on comprend bien que Segui joue du coude avec Edmond Maire de la CFDT. Mais là, la photographie, justement, elle trompe sur la réalité. La réalité que l'on connaît, c'est l'engagement très important de la CFDT, plus des socialistes que des communistes, qui sont gênés par cet événement. Une grève d'ouvriers dans un pays où le droit de grève est interdit et qui conteste le pouvoir communiste et qui réclame l'existence d'un syndicat. Il n'y a pas plus situation paradoxale et compliquée pour un communiste de se dire comment je vais faire pour être quelle position vais-je adopter par rapport à cela. La position de la CGT et du PCF, c'est de soutenir tous les gouvernements en place. Voilà. Donc justement, est-ce que là, on peut revenir sur cette limite de la photographie ou du film, du découpage d'un film, du cadrage de la photographie sur cette question. Et puis, deuxième question sous-jacente à ça, c'est que moi, personnellement ou d'autres, on a souvent souligné ce décalage qu'il y a entre cette gauche française, ce malaise qu'il y a avec cette gauche française et ce mouvement ouvrier polonais, pour lequel il voit devant le portail de l'usine le portrait de la Vierge Marie, il voit les ouvriers, des délégués du personnel, des délégués de la grève en train de prier au moment de leur occupation. Il y a ce rapport de la classe ouvrière polonaise à la nation polonaise et pas la classe ouvrière polonaise. Voilà, ce rapport des Polonais avec les Russes et avec les Allemands. Est-ce qu'il n'y a pas justement cette gauche laïque? Faut rappeler, je finis là-dessus, que la CFDT est créée en 1964, se séparant de la CFTC, la Confédération chrétienne. Voilà. Donc, comment vous avez été jusqu'à lire ces images et au-delà de cette lecture d'images? Oui, tout à fait. C'est très important ce que vous dites parce qu'en fait, vous soulignez par votre propos le fait que, en effet, ces traces visuelles et ces images ne sont qu'un point de départ à un travail critique et un travail historiographique qui doit évidemment interroger ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Lorsque je parle de cette arrivée à Orly, c'est vrai que si on s'appuyait uniquement sur ces archives de l'INA, on pourrait penser que tous les syndicats français sont égaux face à Solidarność, qu'ils ont la même position face à Solidarność et que finalement, on aurait d'un côté les syndicats français et de l'autre côté Solidarność. Mais à partir donc de ces images-là, ce que je mène comme travail, c'est d'aller justement me demander est-ce que c'est le cas et quelle est la place particulière, pourquoi ce voyage a eu lieu, comment il a pu être organisé, par qui il a été sollicité, l'R20 Et pour cela, je suis allée dans les archives de la CFDT, où on trouve des choses absolument passionnantes sur l'organisation de ce voyage. Et cela m'amène à revenir un petit peu en arrière sur le fait que la CFDT a été le premier syndicat français à soutenir Solidarność pendant les grèves, par le voyage de Claude Sardet qui est venu apporter de l'argent et un soutien financier aux grévistes. Et donc ce moment-là, alors que la CFDT n'était jusqu'à présent pas vraiment tournée vers les pays de l'Est, et ça beaucoup de travaux l'ont montré, justement parce que c'était un pays du bloc de l'Est et que ce mouvement d'ouvriers contestant un pouvoir communiste, socialiste, eh bien on ne savait pas trop comment l'interpréter. Mais ce voyage de Claude Sardet en août 80 a été une sorte de première main tendue
qui a été très importante et qui ensuite a obligé Solidarność à répondre à l'invitation de la CFDT. Après la victoire de Solidarność, les invitations venaient de tous les syndicats français. Solidarność se sentait un petit peu en dette à l'égard de la CFDT. On le voit dans les archives écrites, cette fois-ci dans les courriers échangés, pour montrer que voilà, il y a un petit peu un traitement de faveur. C'est une expression qu'utilisent aussi les militants de la CFDT pour dire voilà, il y a une sorte de dette morale de Solidarność qui est invitée et qui répond à l'invitation d'un syndicat qui l'a soutenu un an auparavant de manière très importante et en tant que premier syndicat français. Alors bien sûr, il faut ensuite apporter des nuances. Lorsqu'on dit CGT, lorsqu'on dit CFDT, il y a des distinctions à apporter entre les représentants des syndicats, les militants. On le voit notamment par les banderoles de la CGT aussi à Orly. On le voit aussi que beaucoup de militants de la CGT soutenaient aussi Solidarność, mais n'étaient pas toujours en accord avec les responsables syndicaux qui avaient un discours parfois un petit peu moins enthousiaste, disons. Donc toutes ces nuances politiques, elles sont évidemment à chercher en croisant les sources et en rajoutant aussi les sources orales qui nous permettent de voir les limites, évidemment, d'un cadrage, les limites d'un montage. Et cela nous rappelle simplement que cette image, encore une fois, ces images animées, ces sources visuelles, nous obligent à les interroger avec un rapport critique, comme le font les historiens pour toutes les autres sources. Donc ni plus ni moins, je dirais. Est-ce que une dernière question sur cet aspect-là, sur Orly ou sur d'autres photos, vous êtes-vous interrogé sur l'absence, la non-présence, en tout cas sur les photographies, d'Henri Krasucki, de la CGT? C'est une très bonne question. Mais il y a encore un travail immense à faire. Une fois qu'on a eu cette démarche de ramener, je dirais, ces sources visuelles dans le récit et dans les interrogations, le chantier, j'insiste là-dessus, ne fait que s'ouvrir. C'est-à-dire, il y a des fonds immenses dans les archives syndicales, dans les archives aussi des associations. Moi, je n'ai fait qu'un petit travail dans l'association Solidarité France-Pologne parce que ces fonds étaient déposés à la bibliothèque polonaise de l'île Saint-Louis et donc j'ai eu accès à ces archives d'une seule association parmi des milliers d'autres. Donc oui, il y a un travail très important à faire pour aller chercher ces images, voir aussi ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas et essayer de comprendre ces absences, ces disparitions ou cette surprésence au contraire de certains représentants de la gauche française, mais aussi peut-être aller chercher des noms dans cette foule de sympathisants, dans les manifestations, les collectifs aussi, et tous ces gens qui se sont mobilisés au jour le jour pour Solidarność, en essayant de raconter l'histoire aussi de leurs actions qui n'ont pas encore été racontées. Oui, donc je prends acte de votre invitation aux personnes qui nous écoutent et celles qui souhaiteraient aller encore plus loin sur cette question, d'aller effectivement voir ce qui existe en termes d'archives du comité français de solidarité avec Solidarność, qui était un comité, une association très très importante qui a joué un rôle fondamental dans la solidarité avec les grévistes de Pologne, et puis et puis après 81, après le coup d'État 82-83, vous avez les archives aussi de l'extrême gauche française qui va prendre fait et cause. Avec des difficultés, parce que justement, il y a ce rapport à l'Église qui, pour une gauche française, est problématique. Voilà. Et donc, on le voit bien dans les archives de la Ligue communiste révolutionnaire ou du lutte ouvrière qui font des manifestations dans l'ambassade de Pologne pour soutenir le mouvement de grève, et puis après, au moment de l'état de siège et de l'état de guerre. On va venir à une dernière partie. Juste une toute petite remarque avant qu'on arrive à la troisième partie sur le fait que pour que ce travail puisse être fait, puisse être porté par les jeunes chercheurs, par les doctorants, les doctorantes et les historiens et les historiennes, il faut aussi qu'un travail soit fait de la part de ces acteurs de l'histoire pour déposer
confier, organiser ces fonds d'archives. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre que le travail de l'historienne, il doit être aidé aussi par une démarche et par un acte aussi de confiance. Le dépôt de ces archives est indispensable pour que ce travail puisse être fait. Vous faites très bien de rappeler ça ici à la Fondation Jean Jaurès, qui travaille aussi sur cette approche du dépôt des archives privées, des archives de militantes et de militants, notamment socialistes. On va, pour finir, pour ne pas finir, comme on dit souvent maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur, là encore plus, on va zoomer encore plus sur votre travail, on va s'intéresser à 2 photos qui sont au milieu de votre ouvrage, je crois, dans les pages 181, à partir sur le chapitre Les vies clandestines. Donc, le rappel très brièvement, décembre 81, coup d'État, on va dire, des militaires, mais pas un coup d'État militaire comme au Chili, c'est l'armée qui soutient le parti et le parti qui soutient l'armée qui décide de mettre un terme à l'ouverture ou à une négociation ou à une démocratisation, entre guillemets, de la Pologne, arrestation, internement, dans les camps d'internement. Et donc là, justement, c'est très intéressant parce que pour vous, historienne de l'image, etc., vous tombez sur des photographies où on voit un match de volley, les hommes sont en short, il fait beau, etc. Et donc là, c'est ça qui est intéressant pour le public non averti. Et moi, c'est ce qu'on fait souvent dans les décryptages d'images. Donc attention au mensonge de l'image, qui est là pour émouvoir, qui est là pour sensibiliser, alors qu'on nous montre des conditions magnifiques. Bon, c'est un camp d'internement, certes, mais bon, les hommes jouent au volley, ils se baladent, ils peuvent fumer, etc. Je voudrais que vous reveniez sur cette photo-là, et sur cette photo, justement, des 5 détenus, membres du groupe Extrema, que l'on voit... bon, alors c'est vrai, il y a des barbelés, il y a des murs, on voit bien qu'ils sont dans un endroit qui ressemble à une prison, mais bon... Ils se baladent. Voilà, justement, là, vous êtes confronté à ce type de médium. Que se passe-t-il dans votre approche? Quelle est la démarche que suscitent ces images et qu'est-ce que vous allez écrire dessus? Voilà. Alors, le 3e chapitre de cet ouvrage est en effet consacré à la clandestinité, c'est-à-dire au moment où le syndicat Solidarność est interdit. Donc, ce qui advient de ces militants et de l'organisation. Et dans cette réflexion sur la clandestinité, je suis allée chercher des images qui avaient malgré tout été filmées par des opérateurs pour rendre compte de cette clandestinité, alors même que, évidemment, tout filmage était interdit à ce moment-là. Donc il y a quand même quelques traces visuelles d'opérateurs, de Jacek Petrycki, de Michał Bukojemski, qui filment à la fois la vie de ces militants clandestins dans les villes et ceux qui ont été internés dans les camps d'internement. Et le chapitre dont vous parlez en effet commence par une image un peu provocatrice. Donc ça s'intitule « Un match de volleyball à Białęka ». Et j'ai choisi de partir de cette image justement pour un peu alerter le lecteur, les lectrices, sur, voilà, on voit quelque chose. Et à partir de là, comment interroger cette source? Comment interroger cette pratique du sport, par exemple, dans un camp d'internement? Et surtout, comment faire ce travail critique? Cette photographie m'a particulièrement intéressée parce qu'on voit justement un moment de détente qui m'interroge à la fois sur évidemment ce qu'elle ne montre pas, c'est-à-dire l'oppression, mais aussi sur les conditions de vie et sur ce que j'ai appelé les marges d'évolution et de négociation aussi sur la vie quotidienne. C'est-à-dire que cette vie quotidienne, si on s'y interroge un peu de plus près, elle a évolué. Elle a évolué parce que des milliers de personnes étaient internées et que... évidemment, ce rapport de force avec le pouvoir aussi changeait et que la pratique du sport a fait partie des choses que les internés ont réussi à obtenir pour passer le temps. Ils ont organisé des Jeux olympiques dans ce camp d'internement, ce qui ne met évidemment pas en cause le lieu même de l'internement, c'est-à-dire un lieu où ils étaient privés de leur liberté, c'est certain. Mais cette pratique m'incite aussi à interroger le lien fraternel et cette communauté qui s'est créée à l'intérieur de ces camps d'internement, qui est à la base aussi de cette solidarité et ce rapport très fort avec cette expérience de l'internement.
Donc à partir de cette image, je me demande qui l'a prise. Il s'agit d'un opérateur de cinéma, Michał Bukojemski, qui avait réussi à obtenir un appareil photographique clandestin dans un paquet de sucre qu'il avait caché dans sa cellule et qui a fait une série comme ça de portraits et de photographies de la vie quotidienne. Pour répondre à votre question, je vais lire simplement un paragraphe de l'ouvrage, qui est un peu la conclusion de ce chapitre, puisque cette photographie du match de volley-ball, évidemment, est totalement décalée par rapport aux images qui circulaient à l'Ouest, qui montraient l'héroïsme réel, ou pas réel, ça c'est une vraie question, en tout cas la figure héroïque de l'interné. C'est-à-dire la manière dont on les avait photographiés avec les barbelés, justement, marchant droit comme des cow-boys. Et donc ce sont aussi deux imaginaires que je confronte, parce que cette vision héroïque, elle me pose aussi des questions sur le sort, par exemple, de ceux qui n'ont pas été internés, mais qui vivaient au quotidien pendant l'état de guerre. Les épouses qui apportaient les colis, qui devaient entretenir la famille, qui, certes, n'étaient pas internées, mais comment vivaient-elles ce quotidien ? Et donc c'est la notion même aussi d'héroïsme que j'interroge dans cette période très difficile de l'état de guerre et sur la question de la nourriture, la question de la manière dont se passaient ces journées. Donc je vous lis simplement ce court paragraphe. La photographie du match de volley-ball n'appartient pas aux images emblématiques de l'internement et semble à première vue inefficace, car inadaptée au regard extérieur, ceux de son époque et ceux d'aujourd'hui encore. Si l'opinion n'a pas vu de telles photographies, c'est qu'il n'y avait pas, du point de vue idéologique, de place pour elles. C'est une citation de Susan Sontag. Les traces visuelles du match accordent de la valeur à une activité sportive apparemment anodine, qui ne devrait passer à la postérité qu'en lointaine périphérie des événements historiques. Exhumée, cette image nous oblige pourtant à interroger l'expérience de l'internement dans sa richesse et ses ambiguïtés. Elle fait écho à des dizaines d'autres images prises à Białowieża et dans d'autres camps d'internement qui rendent compte de concerts et de jeux auxquels se livraient les détenus pendant l'état de guerre. Ces images rassemblées permettent de comprendre la fraternisation masculine à l'œuvre dans les camps, ciment d'une expérience générationnelle constitutive de la mémoire de Solidarność, avec ses légendes et ses tabous tenaces. Elle propose ainsi une relecture de la réalité matérielle et symbolique de l'internement. Elles incitent à interroger les traces de la solidarité féminine dans les camps d'internement pour femmes, des images beaucoup plus rares. Ces images d'archives décalées nous font prendre conscience que l'humour, la contrebande et la camaraderie font partie de l'expérience politique et sensible des opposants et qu'ils façonnent aussi les contours émotionnels des mythes. Oui, c'est un très beau passage, justement, où vous abordez cette question aussi de ces images plus rares, voire inexistantes, qu'on ne connaît pas, de la détention des femmes dans les camps d'internement aussi. Tout à fait. Là aussi, il y a tout un travail à faire sur les camps d'internement de femmes. Il y a quelques albums qui ont été publiés, mais cette histoire-là a été moins racontée et moins diffusée aussi à l'Ouest. Et ce sont des histoires passionnantes, parce que les conditions d'internement étaient extrêmement différentes aussi en fonction des lieux, et les modalités de pression aussi sur les internés étaient très différentes. C'est-à-dire qu'il y a une oppression psychologique qui peut avoir lieu dans des camps d'internement où les conditions matérielles sont assez bonnes. Mais la privation de la liberté et la manière dont on vit cette privation diffèrent aussi en fonction, des internés et des lieux d'internement. Merci beaucoup, Ania, pour cet entretien. Donc, naturellement, qui pourrait encore durer des heures et des heures. Hein. Voilà. On va s'en tenir à cette lecture de passage que vous venez nous donner. Et donc, on tenait donc à remercier donc le secteur Histoire Archives et Thierry Mérel de la Fondation Jean Jaurès pour cet entretien, et de vous remercier vous-même pour ce beau travail et cette invitation à poser un nouveau regard sur cette histoire à travers des images. Voilà. Merci beaucoup, Ania Stepanska. Merci beaucoup pour vos questions et pour cette sensibilité que vous avez eue aussi à l'idée d'intégrer ces sources visuelles dans l'histoire de Solidarność. Merci. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.